toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session, surtout que moi j'ai manqué les derniers jours. Effectivement, j'étais en France, mais là me voilà de retour, donc on reprend sur le même format. Là, c'est un CQFR du week-end avec Shai Mamou. Salut Shai, Salut t'as Antoine. assuré tout seul, t'as Eh pris ben, le relais comme un chef. je sais pas si J'imagine que c'est pas facile. je sais pas si t'as suivi, mais j'ai quand même annoncé aux gens que t'étais parti faire un essai aux Suns parce que la rotation était un peu faible et il y en a qui t'ont supporté à distance en espérant que tu passes le cut, mais visiblement bah ça a pas marché quoi. Ouais, ils ont préféré Terence Ross, l'expérience, tout ça, je comprends. Ouais. Bon, on peut commencer par les Suns, justement. Tiens, Ouais. on va parler un peu de tous les matchs qui ont eu lieu ce week-end. On peut commencer par les matchs de la nuit. Les Suns qui ont égalisé dans la série contre les Nuggets il y a 2-2 après leur victoire 129-124, avec encore une très grosse perte du duo Devin Booker, Kevin Durant. Mais il y a eu cette fois-ci aussi un vrai apport du banc. C'est J'ai ça. l'impression que la rotation se dessine à Phoenix. Alors même si t'étais pas sur le banc comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a effectivement eu un peu plus de la part du banc, surtout d'un joueur en fait. On a pas mal critiqué justement l'apport des remplaçants et Landry Shamet faisait partie de ces joueurs qui étaient critiqués à juste titre parce que ça reste un shooter quasi exclusif qui apportait très peu de shoot en sortie de banc. Et là, c'est 4 paniers à 3 points dans le quatrième quart-temps, 19 points en tout. Il a apporté ce petit extra qu'avait aussi un peu apporté TJ Warren au match précédent, mais là dans des proportions quand même plus importantes pour Shamet. Et effectivement, le reste du banc, c'est un peu plus donné. Bah, C'est pas encore fou, je, mais ça a Je donné. trouve que l'apport de Jock Landale, quand même, sur les deux derniers matchs, Ouais. déjà dans le Game 3, il y avait quelque chose. Là, pareil, dans le Game 4, il fait 8 points, 5 rebonds, plus 16 de différentiel. Mm. Même les 8 points de Terence Ross, en fait, euh, là, sur ce match-là, le banc des Suns prend le dessus sur le banc des Nuggets. Pardon, j'ai oublié d'ouvrir, mais il y a quand même 53 points de Nikola Jokic. J'ai oublié d'ouvrir là-dessus, mais ça fait la diff sur un match comme ça, au final. Que le banc des Suns puisse. J'ai l'impression vraiment que la rotation, elle se dessine. Alors, il a fallu l'absence de Chris Paul pour ça, mais voilà, il y a des hommes qui commencent à trouver leur repère. On voit par exemple voilà, Landry Shamet sur ce match. Alors, il était à 14 points depuis le début des playoffs et il en met 19. Et effectivement, dans le dernier quart-temps, ses tirs à 3 points Mm. font vraiment la différence parce que du coup, Denver peut plus forcément faire des prises à deux ou vraiment resserrer la pression à fond sur Booker et sur Durant. Voilà, il y a donc la chamette au tir. Ross et Warren apportent offensivement. Il commence à y avoir quelque chose qui se dessine, je trouve, quand même. Une équipe qui commence à se former Ouais, certainement, parce peut-être au que meilleur moment. la constante, ça reste quand même que les deux autour, et Devin Booker en particulier, restent incroyables et ultra productifs. Et j'ai presque envie même de dire surtout Booker, parce que Ouais, surtout Booker. alors KD a été bien, hein, 36 points, 11 sur 19, 11 rebonds, 6 passes, il a mis des paniers importants en fin de quart-temps pour que Phoenix soit reste devant, soit pas trop décroché. Mais Devin Booker, on en a beaucoup parlé, on a pas mal écrit dessus. Moi, ce week-end, j'ai encore écrit dessus parce que ce qu'il est en train de faire, je le soupçonnais pas il y a quelques années. Quoi. Quand il faisait son match à Ouais. 70 points dans une équipe à la dérive, je me suis dit, bon, ça va être un soliste fan de Kobe. Enfin, tu vois, avec énormément de talent, mais le voir avec une telle efficacité, une telle justesse, un tel leadership dans une équipe où il y a un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, Chris Paul n'est pas là, mais c'est quand même le patron de l'équipe. Voir Booker et sur le leadership aussi, je parle. Hein, il parle aux joueurs. Ouais, c'est C'est son lui, équipe. c'est lui. Voilà. Ça, tu l'as dit. Théo l'avait dit. Je me souviens dans un des podcasts qu'on avait fait. Ça devient vraiment son équipe. Moi, j'attendais encore de voir dans ce contexte-là, mais il est incroyable. 36 points, 12 passes, 14 sur 18 encore. Enfin, je veux dire, Ouais. ces stats d'adresse, elles ont aucun sens. Sachant que dans le Game 3, donc, qui avait eu lieu de vendredi à samedi avec déjà une victoire des Suns, déjà un match disputé, Ouais. Booker il met 47 points avec seulement 2 lancers francs et il fait 20 sur 20 25. sur 25. En gros, c'est le meilleur joueur depuis le début des playoffs. Mm. Et ça, j'avoue, comme toi, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément soupçonné en fait. Que Ouais. quelques années en arrière, que Devin Booker, à un moment sur une campagne de playoffs, soit le meilleur joueur de la ligue sur le moment, tu vois, le Ouais. meilleur joueur du moment en playoffs. C'est, Lui, il le ça disait. porte Phoenix. Il y a Oui, que lui qui le oui, disait. Et ça faisait partie de ces gars où on se disait, non, ouais, c'est bon, il a une confiance irrationnelle, il a été biberonné à Kobe, il abuse un peu, quoi. Mais là, enfin, je vais revenir sur ses stats d'adresse, mais sur les 4 matchs de la série, et je parle même pas de la série précédente où il était déjà lunaire en termes d'adresse. Il tourne, là, après le quatrième match, à 67,8% d'adresse globale, 57% à 3 points.
Et le tout en marquant 36 points par match, hein, et en prenant les shoots que prend une option numéro un ou un bis dans une équipe. Et il force rien. Et le simple fait qu'on ait le sentiment que ce soit le meilleur joueur sur le terrain, c'est assez inattendu pour moi, honnêtement. Mais voilà. Ça ouvre des vraies perspectives pour Phoenix. Bon, on peut se dire qu'il y a effectivement un match où il va pas en mettre autant, même si là, pour le coup, deux de suite comme ça, c'est complètement dingue. Mais le fait qu'autour, ça commence à prendre des marques, euh, l'éventuel retour de Chris Paul, même DeAndre Ayton, par exemple, qui a été beaucoup critiqué, Ouais. je trouve que hier, donc dimanche soir, sur le match, il y a déjà un peu plus de combativité, il y a de l'énergie. Les Suns, là, en revenant à 2-2, ils ont fait le plus dur. Enfin, ils ont fait le plus dur. Non, peut-être pas forcément, mais je veux dire, psychologiquement, c'est pas facile d'être à 0-2 contre une équipe comme les Nuggets. Je Mm. pense que là, il y a un vent de confiance qui se crée avec. Mais en fait, on peut les prendre, on est tout aussi fort. Et si on suit notre leader, si on a Booker comme ça, en fait, qu'est-ce qui peut nous arriver, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a un peu ce petit truc qui se dessine à Phoenix. Même si j'ai pas eu non plus le sentiment que les Nuggets paniquaient, ils sont revenus sur le tard, ils étaient menés de 10 points. Et à la fin du quatrième quart-temps, ils reviennent avec un Jokic physiquement trop dominant. De toute Incroyable. façon, mais quelque part, pour moi, et je le répète encore une fois, les matchs où Jokic a besoin de marquer autant de points, je pense que ce n'est pas bon signe C'est pour pas Denver. bon. On est d'accord parce que, bon, là, Murray fait un match enfin, tout à fait honnête statistiquement, 28 Oui, points, cette passe. Bon, il n'a pas cartonné comme sur les premiers matchs, mais sur le premier match en tout cas. Mais oui, quand Jokic a besoin de faire 53 points, 11 passes en prenant 30 shoots, à eux deux, ils ont pris 55 tirs. Enfin, ouais. c'est pas mal. Hein, et là, c'est plus autour où j'ai eu un peu de réserve sur ce qu'apportaient les autres, contrairement aux autres matchs. Et là, la rotation à 2 et demi avec Green, Bruce Brown et Brown, le rookie, c'était un Au peu fi- moins bien là. mais au final, et ça revient à ce qu'on a déjà parlé, mais au final, à ce stade on parlait beaucoup de profondeur du côté de Phoenix, mais là, à ce stade de la série, les Suns utilisent plus de joueurs et ont plus de joueurs qui impactent. Alors, Mm. après, par contre, le top 7 des Nuggets, c'est vraiment plus fort, enfin, est plus fort, et plus profond, Oui, oui. c'est-à-dire que les Gordon, les Michael Porter Jr., euh, c'est quand même des lieutenants derrière le lieutenant qui font une différence autre qu'un DeAndre Ayton, par exemple, pour l'instant, je sais même pas qui est le lieutenant du côté des Suns, quoi. Il y en a pas vraiment. Mais en tout cas, le niveau de jeu affiché sur cette série, je le trouve assez impressionnant. J'ai l'impression on a peut-être les deux meilleures équipes de la ligue, en fait, qui se jouent dès maintenant. Je Ah sais, ouais, ouais, ça reste à voir, mais c'est sûr que c'est un ça a statement, changé. je sais, mais Ça a changé par rapport à la perception qu'on avait il y a pas si longtemps, où on se disait, bon, à l'Est, Boston, Milwaukee sont au-dessus, et l'Ouest est incertain. Mais je suis assez ouais, d'accord, en tout cas, sur déjà la force de frappe offensive d'un côté, la connaissance des uns des autres de l'autre. Enfin, et les deux franchise players, entre guillemets, sont d'un niveau supérieur à tout ce qu'on voit, à part peut-être Butler à Miami, mais qui est dans je dirais d'autres circonstances. Mais c'est peut-être pas faux. On verra après coup si l'équipe qui sort de ouais. cette série gagne, mais c'est peut-être pas à suivre en tout cas. Bah, ça peut nous permettre de parler de Boston. Boston qui a perdu cette nuit contre les Sixers, contre Philadelphie. Là Ouais. aussi, c'est une série où il y a 2-2, 116-115. Bon, on va évidemment parler de la performance d'Arden, mais juste un petit mot sur Boston. Boston qui a gagné les deux derniers matchs, Mhm. donc qui a perdu le premier avant de gagner les deux suivants. Euh, j'ai l'impression qu'à Boston, c'est très fort collectivement. Tatum, c'est très fort. Brown, c'est très fort. Mais j'ai l'impression, il y a un truc, il y a une espèce, je sais pas si c'est une forme de suffisance ou il y a un relâchement ou un manque de leadership. J'arrive pas exactement moi à mettre le doigt dessus. Je sais pas si toi ça va te parler, mais il y a un truc qui fait que j'ai du mal à croire à Boston sur le très long, sur le, voilà, sur le côté titre en fait. Je Bah, pense que ça, cette série contre Philly, on l'a gagné, mais mais pourtant, c'est ça, t'as raison, et pourtant, ça devrait pas être le cas. Mais on le redit à chaque fois, tout au long de la saison, il y a eu ces espèces de sautes de concentration, ces relâchements des matchs qui perdent alors qu'ils doivent les gagner. Alors qu'on n'avait pas ce sentiment l'année dernière où, à partir de la deuxième partie de saison, ils étaient vraiment sur des rails et jusqu'en finale où ils ont été battus de pas beaucoup finalement, hein, même si les Warriors n'ont pas volé leur titre, Boston était quand même bien dans le coup. Là, c'est plus dans la façon de fonctionner, même le style de jeu qui est plus. C'est moins fluide, tu vois. Et parfois, c'est juste même dans le relationnel que j'ai l'impression que c'est pas fou.
Sur les J'ai fins de match l'impression qu'il n'y a où... pas de leader. Ouais, mais J'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. c'est ça. Et je vois beaucoup Marcus Smart. Et je vois presque trop Marcus Smart, en fait, je trouve, Je suis d'accord. sur les fins de match. Je veux dire, c'est un joueur essentiel, fondamental, tout ce que tu veux. C'est un mec qui a été défenseur de l'année, qui est loin d'être un attaquant horrible. Mais tu sais, la phase avant leur super réveil de l'année dernière, il y avait Smart qui avait dit ouais, ce serait sympa de jouer un peu avec les autres. C'est pas que les deux, Jalen et Jason qui jouent entre eux, ce serait sympa d'impliquer les autres, moi y compris. Là, dans son langage corporel et dans la façon de jouer, dans le nombre de tirs qu'il prend dans le quatrième quart-temps, j'ai l'impression qu'il c'est pas que de sa faute, hein. Je dis ça aussi parce que les deux Mm. autres Zozo aiment bien jouer entre eux et être un peu les sauveurs en fin de match, mais c'est plus là-dessus que je me demande un peu, je me demande un peu comment ils vont pouvoir se sortir de ça, quoi. Et d'ailleurs, dans le quatrième quart-temps, donc Smart il prend des tirs, mais Brown, qui avait été très bon sur ce match 4 là, Il en prend pas ou très voilà, peu, il en ouais. prend quasiment, je crois, Alors au 3 0 dans le en quatrième. prolongation. Voilà, 3 dans le Voilà, 3 quatrième, dans le 0 dans le. quatrième, Ouais. j'allais dire 4 et Mm. 0 en prolongation. Alors que c'est lui qui, jusqu'à présent, était plutôt en bonne réussite sur ce match. Tatum a très mal commencé avant de plutôt bien finir. Il met potentiellement le panier pour la gagne, hein, si Mm. Harden ne marque pas derrière. Mais voilà, il y a une absence de leadership. J'essaierai d'être plus précis dans mon développement et dans mon raisonnement après les prochains matchs. J'essaie de trouver vraiment ce qui me gêne, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à croire en Boston cette année pour aller au bout. Et par contre, sur cette série, bon, on verra, c'est équilibré. Euh, c'est revenu à 2-2, notamment avec un très gros Harden game, Ouais. 42 points, 16 sur 23 au tir, 8 rebonds, 9 passes. Il sortait de deux matchs difficiles et là, il se relance avec une deuxième grosse perf sur cette série après celle dans le game 1. Il, Mais il est en ça train manque quand même de, de régularité. il est en train de faire de la concurrence à Anthony Davis pour les joueurs sur Mm. courant alternatif, entre le très 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 haut sur un match et du très bas dans leur registre, en tout cas sur le suivant. Mais oui, oui, ben, il a été excellent. 42 points. Il met le panier de l'égalisation dans le quatrième quart-temps pour aller en prolongation. Il met le game winner à 3 points à 18 secondes où Jalen Brown est un peu court et il s'en est voulu à la fin du match. Il a dit c'est pour moi ça. Parce ils avaient choisi de faire la prise à 2 sur Embiid. Alors qu'au final, encaisser un 2 points d'Embiid, c'était moins pénalisant qu'un 3 points d'Arden dans le corner. Bon, après, c'est question de point de vue sur ce qu'il fallait faire ou non, mais ouais, Harden, il faut. Je sais pas quel Harden on va avoir sur la fin de la série, mais déjà le fait qu'il fasse deux matchs de ce niveau-là dans une série de playoffs contre un tel adversaire, c'est que enfin, c'est franchement bien et c'est pas ce à quoi on s'attendait. Enfin, la force de l'habitude, je le dis à chaque fois, on se dit Mais toujours, bah Harden, voilà. non, mais en vérité, c'est déjà arrivé quand même, en fait. Même au Rockets, en fait, il a eu des. Le problème avec Harden, et c'est exactement, je trouve, ce qu'on voit sur cette série, c'est qu'il a des gros games. Même au playoff, il en a des gros games. Euh, Sauf que ce qu'on retient, on les retient pas forcément parce que entre ces gros games, il y a des ratés complets. Et, et c'est un joueur qui est pas aussi régulier. Par exemple, il va pas faire ce que fait Booker, tu vois. Il a jamais fait ce que fait Booker là actuellement, d'enchaîner les gros games comme ça sur plusieurs trucs. Et la question au final, c'est est-ce que Harden, c'est pas est-ce qu'il peut mettre 40 points, parce que ça, je pense qu'on en est tous convaincus. C'est est-ce qu'il peut le faire 4 fois. Est-ce que 4 fois, il peut mettre 40 points et ça fait 4 fois gagner Ouais, Philly. c'est ça, c'est surtout et que ça fasse gagner Philadelphie, ça c'est pas garanti quoi. Ouais, et de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter, de répéter les performances de ce niveau, de cette Mm. adresse. Surtout qu'en fait, alors on est très tenté d'utiliser le mot vintage dès que Harden fait un gros match, mais en vérité, c'est plus tout à fait le même joueur. Il a toujours des qualités qui étaient les siennes, mais il va nettement moins au cercle. Enfin, il va nettement moins jusqu'au cercle, c'est-à-dire qu'il pénètre, il drive, mais pour aller jusqu'au panier, provoquer des fautes, par exemple, ce qui a été longtemps sa force, ce qui le rendait indéfendable, le fait qu'il aille 10 fois sur la ligne par match, et que du coup, déjà, ça pousse les pivots et les défenseurs adverses à faire des fautes, hein, à gêner les rotations, hein. Quand ton pivot il a 4 fautes au bout de 20 minutes, tu ne peux plus jouer de la même manière. Euh, Là maintenant, Harden, il a plus ce jus, il a plus cette explosivité, il tire beaucoup. Alors il y a des tirs qui sont pas que de loin, il y a des tirs à mi-distance, il y a des tirs dans la raquette après son drive, mais il va pas jusqu'au bout de son action, jusqu'au cercle. Et du coup, ça demande d'avoir une forte adresse, ce qu'il a eu sur les games 1 et 4. Mm. Mais l'adresse, si t'es pas Devin Booker ou tu vois ou du Stephen Curry dans les meilleures campagnes, bah ça va et ça vient. Tu vois, c'est ça que moi je trouve avec Harden, c'est qu'il va là il fait un très gros match. Sur le premier match, il est énorme, mais entre les deux, il y a 5 sur 28 au tir.
Et moi, je me demande, est-ce qu'il est capable encore de. Est-ce qu'il va sortir un très gros Game 5, un très gros Game 6? Moi, je me demande surtout s'ils vont être capables d'être coordonnés avec Embiid, parce que, au moins en ce qui concerne l'adresse, parce que je dis pas qu'Embiid fait un mauvais match, hein, mais je ne l'ai pas trouvé très bien sur la gestion des prises à deux la plupart du temps, alors qu'il est capable de les gérer mieux que ça. Là, il shoot à 11 sur 26, 34 points, 13 rebonds, 4 passes. Voilà, statistiquement, c'est beau, mais 11 sur 26, et sur l'adresse, ils ont pas encore réussi à être coordonnés avec Harden. Donc peut-être que il va falloir, sur un des matchs qui viennent, réussir, même sans cartonner, forcément, sans qu'il y ait un mec à 40 points, qu'ils arrivent à mieux coordonner les efforts. Parce que je trouve que les joueurs décisifs sur ce match aussi pour Philadelphie, c'est du PJ Tucker qui va Ouais, s'arracher au PJ rebond. Tucker. Il s'arrache au Mm. rebond, il met le panier plus la faute pour égaliser aussi dans le quatrième. Enfin, c'est sur le terrain, et c'est lui qui a été contagieux sur l'énergie et la combativité. Même Tobias Harris, qui fait pas des gros stats du tout, hein, 9 points, 7 rebonds, dans sa carrière, il a fait mieux que ça, mais je trouve que RJ, ouais, il joue 45 minutes comme Embiid, Harden, Maxi, il a joué vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, dans ce qu'il a proposé, j'ai trouvé qu'il était intéressant, et Philadelphie a aussi besoin que ça. Il faut pas que ce soit un one-man show Harden ou un one-man show Embiid. J'ai l'impression, pour sortir de cette série, parce qu'ils ont toujours pas l'avantage, là, ils ont pas l'avantage du terrain, donc ça reste encore compliqué. Ouais, il y a un Game 5 à Boston qui va être crucial. Enfin, c'est la même configuration que pour Denver Phoenix. On va avoir un Game Mm. 5 très très important. On sait qu'à 2-2, l'équipe qui gagne le Game 5, bon, j'ai pas la probabilité exacte là sous les yeux, mais c'est très largement favorable pour l'équipe qui gagne ce Game 5, encore plus si elle allait le gagner à l'extérieur pour Ouais, le bien coup. sûr. Donc Philly a une carte à jouer. J'ai l'impression que depuis qu'Embiid est revenu aussi, donc ils ont gagné un match sur trois depuis le retour d'Embiid contre Boston, c'est toujours le même truc. Ça joue plus lentement Mm. déjà, Clairement. et ça laisse beaucoup plus d'espace à 3 points aux Celtics. Voilà, Embiid, il protège la raquette. Boston, ils peuvent se permettre de faire jouer 5 joueurs qui tirent tous de loin, avec Horford en pivot. Et voilà, ils ont encore mis 17 paniers à 3 points hier soir. Ils sont un peu, voilà, ils sont à 38% sur le Ouais. match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des opportunités. Orford fait 2 sur 7 sur celui-là. Il avait fait 5 sur 7 sur celui d'avant, celui du vendredi soir. Donc là, évidemment, il en met un peu moins. Mais il y a toujours ce danger, en jouant avec Embiid, de prendre énormément de paniers à 3 points. Hum, Voilà, c'est des ajustements difficiles à trouver pour Philadelphie. Ils vont vivre et mourir avec ce qu'ils ont sous la main. Mais bon, à voir. Cette série, en tout cas, voilà, on a 2 séries très Mm. intéressantes, pour le coup, très, très disputées. On ne va pas se plaindre. Il y avait un autre samedi soir, il y avait les 2 autres séries qui se sont jouées. Ouais. On peut commencer éventuellement par Miami qui a battu New York 105-86. Miami qui mène 2-1 avant le game 4 de cette nuit. Miami qui continue de surprendre. Je ne sais même pas si c'est surprendre à ce stade. Bah, le retour de Jimmy Butler, comme si de rien n'était, comme une fleur. Euh, je l'ai pas trouvé en difficulté physique, et puis ils ont tactiquement encore annihilé ce que pouvait proposer New York, qui a été catastrophique à 3 points, 8 sur 40. Euh, Très peu de créativité et d'inventivité justement pour contourner ce que proposait Miami défensivement. Voilà, Butler, Butler, j'ai aimé parce que alors, il fait son match offensif, 28 points, tout ça, mais tu sais, psychologiquement et mentalement, enfin, il leur a fait trop mal, parce que les séquences où il shoot par-dessus Josh Hart, et où il lui dit qu'il peut pas défendre sur lui, puis sur un autre, il lui redit la même chose. Enfin, tu sens que dans l'énergie, dans ce qu'il dégage, c'est trop serein, et je trouve que Miami est en contrôle de cette série, même si s'il y a que 2-1, je trouve le Heat en contrôle de cette série, même si absolument rien n'est fait, hein, mais t'as un Kyle Lowry qui est bien en sortie de banc. Je trouve qu'il est assez précieux. Il- pff, il- tout va bien. Je suis pas inquiet pour Miami, alors que j'attends que New York trouve des solutions. Ça viendra pas du banc avec Quickly qui s'est blessé à la cheville. C'est peut-être la chance de voir Evan Fournier ou Derrick Rose sur 5 ou 10 minutes, hein, qui va savoir. Mais Le voilà. plus fou, c'est qu'en fait, ils ont besoin de shooters, Oui, ils ont besoin de mettre des points, ils ont besoin de mettre des tirs. Tu l'as noté, le 8 sur 40, bah, c'est peut-être le moment de relancer Fournier, je suis désolé, mais à un moment, les Grimes, les McBride, mm, enfin, c'est bien joli. Alors, McBride, il joue pas, mais tu as quand même un vétéran qui connaît les playoffs, qui est plus talentueux qu'un tiers des joueurs, au moins un tiers des joueurs de ta rotation, voire plus. C'est peut-être le moment quand même. J'ai l'impression que les Knicks, ils se sont même pas pointés sur ce game. non, c'était très.
pareil, je parle toujours d'énergie, d'intensité. Là, je trouvais qu'ils y étaient pas. Ils sont aussi, enfin, sur les matchs précédents, quand Randle est bien justement dans ce côté fighting spirit, dureté, ça va. Et là, il était car des deux côtés du terrain. Bon, 10 points à 4 sur 15 et dans le CQFR écrit du week-end, Damien disait qu'il faisait des efforts à la DeAndre Ayton. Donc voilà, ça en dit assez long sur ce que dégageait justement Julius Randle. Pour l'instant, je suis un peu obsédé par Spoelstra, je trouve, depuis le début des playoffs. Hmm. On le dit tout le temps, hein, je veux dire, c'est quelque chose de très visible, c'est son talent au coaching. Le fait de réussir à faire jouer une équipe comme ça, avec la plupart de joueurs non draftés, sans clinquant, même si tu as un Jimmy Butler, enfin, tout ce il s'adapte tellement bien à l'adversaire. Enfin là, défensivement, il annule totalement ce que proposent Thibodeau et les Knicks. Enfin, ils les éteignent complètement à chaque fois, quasiment. Et ouais, je trouve que Spoelstra, pour l'instant, il montre qu'il est largement au-dessus et ça fait aussi la différence. Le bon coaching, à défaut d'avoir une équipe de superstars et des individualités énormes, ce qui n'est pas non plus le cas de New York, hein, malheureusement, c'est compliqué pour eux aussi de ce côté-là. Mais quand tu as le meilleur coach peut-être de la ligue en termes de Hmm. stratégie, les X and O's comme ils disent, bah, c'est quand même un avantage certain. Non, clairement. Alors, moi, je vais rebondir sur l'intensité en parlant d'une autre équipe. On peut parler, même si c'est pas forcément que l'intensité le problème, mais des Warriors qui ont perdu de 30 points contre les Lakers, Ouais, 127-97. Un bouche match clé qui se jouait pardon, à Los à Los Angeles, ouais. Angeles. À Los Angeles. Voilà, les Warriors à l'extérieur. C'est pour ça que je parlais du lieu de la rencontre. Les Warriors à l'extérieur avec des je sais pas, des périodes où d'un coup ils s'éteignent et surtout énormément d'erreurs. Il y a 19 turnovers sur ce match. Tu as l'impression que ça fait l'effet de 30, Ouais, c'est ça. tellement il y en a qui sont débiles. Ressenti 35, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ressenti 35. Cette équipe, alors autant Boston, je trouve aussi qu'il y a la suffisance, mais à Golden State, c'est le jour et la nuit parfois d'un match sur l'autre, quoi. Bah, ça a Et été, là, sur c'est cette vrai. série, ça fait 2-1 pour Los Angeles. Ça a encore été le cas là parce que enfin, ce qui est étonnant, c'est que voilà, effectivement, sur le match d'avant, il y a tout qui clique, tout va bien, ils sont tous en contrôle, Curry n'a pas besoin de mettre 50 points. Et là, ouais, la multiplication des pertes de balles, Clay qui est pas très bon, Draymond Green qui a des problèmes de faute, Curry qui est pas très adroit. Enfin, c'est ça, je reviens encore, voilà, on va dire que je rabâche, mais ce côté énergie, il est fondamental en playoff. Avoir des mecs qui font les efforts, qui se battent sur les deuxièmes ballons, enfin, c'est complètement crucial. Et d'un match à l'autre, effectivement, les Warriors, on l'a vu en saison régulière, je veux dire, le différentiel entre les matchs à domicile et extérieur, il était saisissant. Ils ont galéré toute la saison à l'extérieur en étant, enfin, avec des prestations impériales à domicile. Bah là, c'est un match où en plus, ouais, je veux dire, les Lakers n'ont pas perdu d'énergie sur ce match-là. C'est exactement. C'est non seulement tu donnes un match, mais en plus, LeBron et Anthony Davis, en fait, ils se reposent Bah pendant ouais. 20 minutes sur ce match, quoi. Euh, Vraiment, je- ah non, Davis est encore bon, 25 points, 13 rebonds, ouais, 3 interceptions. parce qu'on parle de Dans, courant alternatif, mais lui, c'est ça pour voilà, le coup. dans Les Lakers ont gagné les matchs où il a été bon et ils ont ouais, c'est perdu ça. Bah, celui où il était. on l'avait dit quand on avait parlé de la série dans le podcast. Je veux dire, c'est la franchise de LeBron, mais le joueur clé décisif, c'est Anthony Davis, hein. Enfin, je veux dire, ça bouge pas. LeBron qui fait le premier match de sa carrière en playoff sans prendre le moindre tir dans le premier quart-temps aussi. Ça confirme un peu le côté, sa volonté d'être plus playmaker, sa volonté ou son obligation, parce qu'on parle un peu plus de son problème de blessure avec lequel il doit composer. Bah, il gère ses efforts, mais il le fait très intelligemment. Et là, il finit avec 21 points, 8 passes, 8 rebonds, sans donner l'impression d'avoir forcé, justement. C'est presque la plus grosse déception pour les Warriors, c'est que tu peux perdre, ça va être une série serrée, tu peux perdre les matchs là-bas, mais là, ils leur en ont pas donné pour leur argent, quoi. Ils sont arrivés frais, ils ont laissé des mecs prendre confiance, D'Angelo Russell qui fait un bon match. Il laisse des mecs comme ça se relancer ou prendre confiance, et ça peut se payer un peu cher par la suite, je pense. Il y a un ajustement aussi que j'ai bien aimé, c'est le. Il y a Austin Reeves qui maintenant prend plus souvent Stephen Curry. Ouais. Alors, si on regarde les stats, on peut penser que Reeves est moins impactant parce qu'effectivement, offensivement, il est moins tranchant que sur Mm. la première série contre Memphis. Mais quelque part, il a un plus grand rôle en défense sur cette série. Le fait qu'il défende sur Curry, ça laisse Vanderbilt des fois prendre Draymond Green. C'est peut-être un peu je pense que ça a été un peu la réponse de Darvin Ham
au small ball lancé par Golden State avec Ouais. maintenant Kevon Looney qui sort du banc. Ça a plutôt bien marché. Les Lakers, ouais, j'y reviens. Quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont eu match facile et maintenant ils sont en position avant ce Game 4 à prendre éventuellement l'avance 3-1, même si je pense qu'on verra une toute autre équipe de Golden State. Et c'est Ouais. ça le paradoxe en fait. On verra une toute autre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Denver et Memphis, qui sont Denver et Phoenix, pardon, qui sont peut-être les meilleures équipes. Ouais. Pour le coup, Denver-Phoenix, depuis le début de la série, parce que même les premiers gagnés par Denver, Phoenix était dans le coup et ça jouait vraiment bien. Il n'y a pas cette perte d'intensité ou ce Mm. relâchement. Tu vois, Philadelphie, on a vu deux visages. Boston, on voit deux visages, même si bon, Boston a peut-être un peu plus de marge parce qu'il y a vraiment du talent et quelque chose. Golden State, on voit deux visages. Les Lakers, c'est un peu plus régulier, mais tu as l'irrégularité d'Anthony Ouais, Davis. c'est ça, c'est D'ailleurs, les deux visages pour Anthony ouais, Davis. de Davis. Quand Davis est agressif, j'ai l'impression que les Warriors n'ont pas de réponse quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, Puis, toutes les équipes ouais, il est de la agressif planète, offensivement. c'est toujours la question avec ce gars-là. Enfin, quand il est dans cette disposition-là, il n'y a personne qui peut l'empêcher de dominer un match défensivement ou même offensivement. Alors, offensivement, il est pas encore au niveau qu'il pouvait avoir parfois avec les Pelicans ou ses petits shoots à mi-distance ou près du cercle. Enfin, toute la palette qu'il avait, il pouvait mettre 50 points, quoi. Là je trouve il met bien l'accent sur la défense, toujours dans tous les matchs, même le match qu'il a raté, entre guillemets, le dernier. Son début de match défensif était quand même bon. Euh, mais ouais, ça reste, on le dit, hein, c'est la clé pour les Lakers. On touche du bois pour eux, mais ils n'ont toujours pas d'alerte vraiment véritable sur le plan physique, que ce soit pour Davis ou LeBron. Et ça, c'est aussi une faute de la part, c'est presque une faute de la part des Warriors de ne pas les pousser dans leur retranchement physique, parce que c'est un match où LeBron et Davis vont jouer que 30 minutes parce qu'ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Il y a moins de risques qu'il y ait qu'ils perdent qu'ils perdent de la santé et qu'ils mettent en péril leur intégrité physique, quoi. Je dis pas qu'il faut leur faire enfin, pas les agresser Oui, physiquement, hein. Tu vois ce que je veux non, mais dire? il faut les fatiguer. Il faut les fatiguer parce qu'ils Faut... sont tellement, je veux dire, ils sont tellement importants que si tu les fatigues pas, les Lakers ils sont dans un fauteuil. Après, ça ressemble vraiment à une série qui va se jouer en 7, quoi. C'est où chacun va gagner son match à domicile et puis en perdant un autre. Enfin, faut que les Warriors Ouais, réagissent, hein. chacun va se répondre les coups, quoi. Voilà, chacun va se répondre. J'ai l'impression. Après, peut-être que ce relâchement d'intensité des Warriors va se confirmer au suivant, on ne sait pas. Euh, il a toujours pas, là, il a pas remis Kevin Looney dans le 5, il a joué qu'un quart d'heure, peut-être encore un peu indisposé, mais faut qu'il revienne dans la rotation, Looney, enfin vraiment dans la rotation plus serrée. On a vu l'impact qu'il avait dans ses playoffs. Ça fait partie des choses où enfin, il faut aussi que Jordan Poole se réveille ou que les Warriors réveillent Ouais, Jordan Poole, parce que c'est pas possible. j'allais y venir. Alors, autant Jordan Poole, il ne méritait pas de se prendre une patate comme ça d'un coup dans la mâchoire. Autant là, C'est il sûr. faudrait peut-être deux bonnes claques pour le réveiller parce que il a signé son gros contrat. Ça implique de grandes responsabilités. Là, honnêtement, plus ça va, je- plus je me dis, mais c'est impossible qu'il reste en fait après Mm. cette campagne de playoff. Surtout dans cette série, dans une série comme ça, là, Jordan Poole, ça peut être le facteur X. Et il est Ça devrait, bah oui. ça devrait être le facteur X même. Vu son contrat, vu ses capacités, ça devrait. Tu as raison, c'est même pas ça peut, c'est ça devrait. Et il est catastrophique. Alors on verra, il y a Game 4 ce soir deux matchs. Hein. Il y a donc les Lakers qui reçoivent les Warriors. Game 4, on Mm. verra si Jordan Poole va avoir un impact ou non pour Golden State. Et l'autre match de la soirée, c'est donc Miami contre New York. Miami qui reçoit New York. Donc là, pareil, interdiction de perdre peut-être pour les Knicks. Je pense qu'à 3-1, ça deviendrait très compliqué. Ouais. On suivra ça avec intention. Puis nous, on se retrouve demain. Je serai là. Et demain, on aura aussi le podcast. Encore une fois, on décale le podcast d'un jour. Normalement, ça sera le lundi. Voilà, il y a eu deux exceptions la semaine dernière et cette semaine. C'est les jours fériés. Blâmer le calendrier français, Voilà, messieurs, dames. exactement, exactement. Même si c'est pas férié en Allemagne pour le coup, mais oui. C'est vrai. Mais ouais, voilà. On fera un podcast ce mardi avec Théo, avec le grand retour de Théo. Et mardi, il y aura aussi la Let's Session. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis vous connaissez, petit commentaire, un like, abonnez-vous plutôt, même surtout à la limite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, on mettra toujours de plus en plus de vidéos, les CQFR, puis on va trouver aussi d'autres formats. Ça viendra, vous inquiétez pas, tout ça viendra bientôt sur la chaîne. Donc restez branchés. Ciao, Chai. Ciao, Antoine.